Donc voilà. Donc alors il y a des choses, je préfère vous dire en amont, qui vont peut-être pas en fait plaire à tout le monde, mais en réalité en tant que coach, je suis pas là si vous voulez pour aller dans le sens de certaines choses, mais pour vous aider justement à avancer, à déconstruire des croyances et aussi à vous aider à être plus autonome. Voilà, donc je vais vous parler un peu des choses au fur et à mesure. J'ai toujours mes petits papiers, voilà, parce que je me fais mes petites notes pour suivre et pour pas oublier quelque chose, parce que je trouve ça important que ce soit le plus exhaustif possible, même si ça peut jamais l'être, hein. Voilà, mais bon, comme on dit, il vaut mieux fait que parfait. Donc voilà, donc allez, je me lance. Donc déjà, la solitude subie, je parle d'une solitude suite à une rupture par rapport à laquelle on a été quitté et que on n'a pas vraiment choisi. Ou bien d'une solitude aussi par rapport à laquelle en fait on a eu un couple où c'est nous peut-être qui avons quitté la personne, mais finalement un peu à contre-cœur par rapport à ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Donc voilà, donc ça c'est pour un peu clarifier la solitude. Sauf qu'en réalité, la solitude subie, c'est uniquement lié à un sentiment parce qu'il y a des gens qui vivent seuls ou qui sont célibataires et qui vivent très bien leur solitude parce qu'ils s'épanouissent dans autre chose. Donc on voit bien déjà là que c'est vraiment comment moi je perçois cette solitude et pas forcément que c'est triste la solitude, que enfin voilà, déjà il y a une différence à faire entre la solitude et le célibat. Parce que en fait, dans notre esprit, être célibataire, c'est être seul. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Parce que on peut être super bien entouré. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un quand j'étais infirmière. Pendant 15 ans, j'ai eu la chance de soigner une personne. Ah coucou Caroline, une personne qui s'appelait Marie, je dis qui s'appelait parce qu'aujourd'hui elle est décédée. Et en fait, c'est la première personne en France à avoir eu une ablation du sein, parce qu'elle a eu son cancer du sein à 18 ans. Et donc à l'époque, il n'y avait pas tous les traitements comme on a aujourd'hui. Et Marie, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de compagnon. Et moi à l'époque, bon, j'étais pas encore coach, j'avais pas encore bossé sur moi et tout ça. Et puis je lui dis, mais alors Marie, comment vous avez nourri votre vie, quoi? Enfin, comment vous avez fait? Vous étiez où en vacances, etc. Et en fait, elle m'expliquait que elle avait fait sa vie, elle refusait en fait qu'un homme la voie en fait sans un morceau de sa poitrine. Et que du coup, elle avait fait le choix de. Elle m'a dit, je partais en vacances avec mes copines. Moi, elle était infirmière en fait, comme moi à l'époque. Et puis elle m'a dit, j'ai été infirmière, j'ai adoré mon travail, j'ai donné aux gens, voilà. Donc elle s'est nourrie en fait comme ça, et c'est une dame qui est morte âgée en étant bien, quoi, voilà. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit exemple voilà, de la différence entre être célibataire et se sentir seule, parce qu'au final elle m'expliquait qu'elle s'était jamais sentie seule, voilà. Du coup, je vais vous parler donc ce soir un peu des croyances à déconstruire, aussi de la tolérance à avoir vis-à-vis de soi-même, et donner éventuellement quelques conseils. Je vais vous parler aussi, là je vais vraiment parler au début de la solitude subie, et après, et comment on bascule à la solitude qui va vous épanouir plus, qui va être plus productive pour vous. Mais après, je vais vous expliquer le sens que moi, par rapport à ma vie personnelle de dépendance affective, j'ai donné en fait à ces moments où je me suis retrouvée seule malgré moi, et comment ça évolue en fonction de ce qu'on travaille pendant ces périodes de solitude. Alors je vais pas faire l'apologie du tout de être seul c'est trop bien, faut être seul tout le temps et tout ça. Non, c'est pas le cas, parce que en fait dans nos besoins, on est quand même des êtres interdépendants. Donc on a besoin d'une vie sociale, on a besoin du contact avec les autres. Voilà, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est sympa d'avoir une relation amoureuse dans sa vie, une relation sentimentale. Mais ces moments de solitude ne sont pas anodins, ils n'arrivent pas dans notre vie de façon anodine. Voilà. Donc voilà. Donc déjà, la première croyance qui est liée à la solitude qu'on subit, c'est la croyance que je manque de quelque chose quand je n'ai pas quelqu'un dans ma vie. Donc déjà, est-ce que quelqu'un est déjà mort en tant qu'adulte parce qu'il n'avait pas quelqu'un, un amoureux, une amoureuse dans sa vie? Donc déjà, vous voyez,
on pense qu'on manque, qu'on est dans le manque de l'autre, etc. Mais la réalité, c'est qu'on ne manque de rien, puisqu'on ne va pas mourir parce que l'autre est parti ou parce qu'on s'est séparés. Donc déjà, voilà, il faut faire diminuer cette pression sur le fait que l'autre soit parti ou que l'autre ne soit plus là. Parce que au final, on a tout à l'intérieur de soi, on a tout là, on a tout matos pour réussir à se sortir en fait de cette peur de la solitude et de ce vide, on va dire, qu'a créé la relation en nous. Voilà. Donc déjà, ça c'est la première croyance. En plus, par rapport à cette croyance-là, il y a l'idée que je manque aujourd'hui, donc je suis en état de manque de l'autre aujourd'hui, mais c'est comme s'il y avait une continuité à demain, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si tous les jours, on allait encore manquer de l'autre, encore manquer de l'autre, encore manquer de l'autre. Et là, en fait, on se met dans un mindset, si vous voulez, de manque complet. C'est-à-dire que on ne rationalise pas les choses en se disant que c'est simplement en fait une période de sa vie, mais que ça va pas durer tout le temps. Et donc du coup, ça rajoute au drama et à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi par rapport à notre solitude. Ensuite, sentir qu'on subit une solitude, c'est comme si on se positionnait en victime. C'est-à-dire, je subis quelque chose. Et quand on subit quelque chose, j'en parle souvent du triangle de Karpman, mais quand on subit quelque chose, c'est qu'il y a des actions à mettre en place pour ne plus ressentir que je subis cette situation-là, mais que je vis, que je m'affirme, que je nourris mes valeurs. Voilà, donc voilà. Ensuite, il y a aussi les injonctions de la société. Si je suis pas en couple, je ne vaux rien, ou si je suis pas en couple, j'ai forcément un problème. Alors là, c'est pareil, c'est archi faux, hein, parce que déjà, il y a aussi cette croyance et cette idéalisation du couple, alors qu'être en couple, c'est pas forcément non plus la panacée, que ça pousse finalement ces croyances-là aux personnes à les faire rester dans des couples où ils ne sont pas heureux, plutôt que d'assumer un temps de solitude pour pouvoir reconstruire autre chose derrière de plus sain et de plus productif pour soi, pardon. Voilà. Ensuite, il y a aussi la croyance que à deux c'est mieux. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer, c'est que non, à deux c'est pas forcément mieux, parce que quand on a un degré de souffrance extrême dans une relation, ou bien que l'autre porte un masque pour nous faire croire qu'il nous aime ou pour nous faire croire qu'il est bien avec nous en relation, etc. Non, en fait, c'est pas mieux parce qu'on n'a pas du tout une vie alignée, que ce soit vis-à-vis de l'autre ou que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes et de nos réelles envies de se sentir réellement aimé. Voilà. Ensuite, ce qu'on a tendance à faire comme erreur dans cette solitude subie, c'est que du coup, qu'est-ce qui se passe? On a des ruminations, on va repenser à l'autre, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on oublie les mauvais moments. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que vous avez fait une rando avec votre ex, vous avez atterri au sommet de la montagne, vous avez vu un super coucher de soleil et tout, vous allez repenser à ce moment-là. Sauf que ce que vous avez oublié, c'est les 10 kilomètres qu'il vous a fait vivre, où il était 3 kilomètres devant vous, qu'il vous attendait pas, il vous a dit que vous faisiez que vous plaindre, enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut replacer en fait aussi ces bons moments dans une globalité de choses. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à avoir une forme de déni par rapport à ce qui s'est passé auparavant. On a tendance à zapper tout ce que l'autre nous a fait de mauvais et tout ce que l'autre nous a fait de mal pour nous, d'irrespectueux, etc. C'est un peu le cerveau qui est constitué comme ça, mais si vous voulez, ce qui peut vous aider aussi à désacraliser ces moments, c'est de repenser en fait aux petits détails. Vous êtes parti en vacances en Italie, mais quand même à un moment donné au resto vous êtes engueulé. Vous êtes parti en vacances en Espagne, mais tous les soirs il vous faisait une scène parce que vous vouliez pas aller promener sur le port parce que vous étiez fatigué. Voilà, c'est des choses anodines qui passent à l'as dans nos pensées, hein, du coup après la rupture, mais qui ne sont pas anodines du tout. Et d'ailleurs souvent, je dis beaucoup à mes clients que le diable est dans les détails. Voilà. Ensuite, donc on a tendance aussi dans ces moments de solitude subie à focaliser sur nos ruminations, sur nos pensées obsessionnelles. En fait là vraiment le truc c'est de pas se dire il faut que j'arrête de ruminer, il faut que j'arrête de penser, parce qu'en fait au plus vous allez vous dire ça, au plus ça va accentuer les choses par rapport à votre rumination. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est un switch, c'est-à-dire
je bascule dans une autre activité où je m'autorise à y penser un temps. Mais après, je passe à autre chose, je passe à l'action pour moi, je vais mettre quelque chose là pour moi, soit je vais appeler une copine, je vais sortir faire un footing, voilà, si c'est le soir, ben, vous faire des rituels du soir, trouver des choses agréables à faire, peut-être lire un bouquin, enfin voilà. Ensuite, après, il y a un truc super important à accepter, c'est le temps du deuil de la relation. C'est-à-dire que quand on a mal, qu'on souffre, on a tendance à vouloir aller vite, se dire allez je vais aller mieux, je veux aller mieux, et à se désespérer parce qu'on va pas mieux. Ben là, il faut accepter que parfois on va faire 3 pas en avant, on va faire 2 pas en arrière, mais on a toujours quand même avancé d'un pas. Et que faire le deuil d'une relation, ça prend pas 2 minutes, et surtout d'autant plus en plus si on a des blessures de base d'abandon et de rejet, mais bon, surtout des blessures d'abandon, et ben au plus on a vécu l'abandon enfant ou on a ressenti de l'abandon enfant, au plus ça va être difficile, de faire un deuil. Donc déjà d'accepter ça, d'être un peu tolérant avec soi, c'est-à-dire d'être au plus proche de soi-même en se disant bon ben ok, ça va pas trop, mais je sais que ça fait partie encore une fois d'une période de ma vie. Ensuite, alors, il y a aussi une croyance, c'est il n'y a que l'autre qui puisse m'apporter ça. Donc là, déjà, la première question à se poser quand on se dit ça, c'est est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça m'aide de penser qu'il n'y a que l'autre qui puisse m'apporter ça? Est-ce que vraiment c'est quelque chose de productif pour moi de me dire il n'y a que lui qui a pu m'apporter ça ou quel qui peut m'apporter ça? Bon, déjà, hein, on comprend bien que non. Et puis surtout qu'en plus c'est archi faux parce que pour vous rentrer dans les détails, si vous voulez, notre mode de fonctionnement, c'est qu'on a des valeurs et on fonctionne en fonction de nos valeurs. Et nos valeurs, c'est quoi? Ce sont nos principes de vie, la façon dont on fonctionne. Mais en fait, le couple est une stratégie comportementale pour nourrir nos valeurs parmi d'autres stratégies comportementales. Donc, ce qui veut dire que, en fait, on se focalise vraiment que sur l'autre, on fait une fixette sur l'autre. Sauf que ce que l'autre nous a apporté, on peut très bien le retrouver d'une autre façon, soit dans un autre couple, soit d'autres façons parce qu'on va se l'apporter soi-même. Voilà, aussi. Ensuite, il y a un truc à comprendre par rapport à une rupture. Peu importe dans quel sens elle s'est produite, c'est-à-dire si c'est vous qui avez rompu ou si c'est l'autre qui a rompu, c'est que en tout cas la personne n'est plus là. Vous n'êtes plus avec elle, elle n'est plus avec vous. Donc si la personne n'est plus là, c'est que ça marchait pas. Voilà, déjà d'être clair avec ça, sortir des ruminations où on se dit et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, ah oui mais il manquait juste ça pour qu'il puisse un peu changer et qu'il puisse... Non, si ça n'a pas eu lieu, c'est que la personne en fait elle était pas en capacité de pouvoir changer ça ou vous à l'inverse. Donc accepter que si la relation a une fin, c'est qu'il y a des raisons. Voilà, et prendre en considération ces raisons. On en revient aussi à repenser aussi aux mauvais moments qu'on a passés dans la relation. On en revient à penser aux mécanismes qui se produisaient et qui n'étaient pas bons pour cette histoire-là. Et donc, ce n'est pas anodin que cette rupture ait eu lieu. Ensuite, cette période de solitude, de célibat, quand on vient de se séparer, c'est l'occasion d'apprendre à nourrir vos propres besoins par vous-même, d'élargir en fait vos stratégies comportementales, d'élargir vos champs d'action pour nourrir en fait vos valeurs, votre être, pour nourrir vos besoins, sans que ça passe à travers une relation. Donc c'est en fait la période idéale pour devenir autonome des relations. Alors pas à 100%, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, bien sûr qu'on a besoin d'être en relation avec les autres, mais en tout cas c'est l'occasion de vous confronter à vous-même, de vous confronter à vos failles pour pouvoir les dépasser et apprendre à les apprivoiser et apprendre à agir différemment par rapport à vos blessures. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, c'est accepter que c'est transitoire et arrêter de faire un drama en se disant qu'on va passer toute notre vie seule et que notre vie est foutue en fait. Voilà, déjà,
en se disant tout le temps, ah ouais, mais je suis tout seul, en étant... Alors c'est vrai que des moments, on a besoin un peu de réconfort, on a besoin, voilà, mais dans ces cas-là, ben, vous pouvez appeler des amis, vous pouvez sortir, vous pouvez interrompre le moment qui est désagréable avec autre chose, et puis s'il n'y a pas autre chose, ben en fait on est adulte et responsable, on n'est plus des enfants, donc on va pas, comment dire, disparaître de la surface de la terre parce qu'il y a personne en fait à ce moment-là pour combler notre besoin, ben, peut-être de parler, peut-être de tendresse et tout ça, on va pas mourir, c'est pas mortel. Voilà, ensuite, donc après il y a aussi un truc, c'est bon je reviens encore sur un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire arrêter de culpabiliser parce que le deuil je le fais pas vite. Voilà. Parce que au plus je vais me dire vite, 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 il faut que je fasse mon deuil, au moins je vais apprécier, je vais apprendre à gérer justement cette solitude, à apprendre à l'apprivoiser et à apprendre à m'épanouir pendant ce moment de solitude. Donc, à des moments, je vais avoir envie de pleurer, à des moments, je vais avoir envie de m'enfermer, à des moments, je veux voir personne, je veux parler à personne, eh ben, c'est pas grave en fait. Voilà. Apprenez à écouter ces besoins-là aussi. Il n'y a pas de drame, comme je vous ai dit encore une fois, je le répète. Vous n'allez pas mourir parce que vous allez rester un week-end enfermé à la maison, peut-être à pleurer ou peut-être voilà, il n'y a rien de vital là-dedans. Ensuite, alors mon conseil c'est éviter de s'isoler parce qu'en fait, au plus vous allez vous isoler, au plus vous allez ruminer et être face à vos pensées qui tournent en boucle, à votre état émotionnel donc bah, de tristesse, hein, parce que en fait l'émotion de tristesse elle est liée à de la perte. Et si vous voulez, pour compenser cette tristesse-là, comment dire, pour sortir de la tristesse, c'est derrière, en fait, ça parle d'un besoin de réconfort. Voilà. Donc du coup, au plus vous allez être réconforté, alors que ce soit par vos amis, mais même par vous-même, hein, en vous faisant des petits moments pour vous, en faisant comme si c'était quelqu'un qui s'occupait de vous, par exemple un amoureux qui s'occupait de vous, mais sauf que vous le faites pour vous-même. C'est-à-dire, ben, faites-vous un petit dîner aux chandelles, vous allez vous faire un petit tour au spa, vous allez vous faire une petite balade dans un endroit que vous aimez, vous faire un pique-nique au bord de la plage. Tout ça, rien ne vous empêche en fait de le faire seul. Ensuite, il y a un truc à accepter aussi, c'est accepter que l'autre, donc votre ex, voit les choses autrement, ne voit pas les choses de la même façon que vous, et que en fait, il a fait ce qu'il a pu. C'est-à-dire que on fait toujours ce qu'on peut au degré de là où on en est. Et là, je parle même pour les personnes qui ont eu des histoires avec des PN, et ben un PN, ça restera un PN. Donc s'il est dans sa folie et dans sa maladie, ben en fait vous pourrez jamais rien changer. Mais c'est pareil en fait pour n'importe qui. Si une personne elle a pas envie de se remettre en question, si elle n'a pas envie de changer quelque chose, ben en fait elle pourra pas le faire. C'est parce que son degré de conscience, ben elle en est là. Donc s'il y avait trop de souffrance, et ben ça va vous amener à la rupture. Ensuite, voilà. Alors oui, il y a un truc aussi, c'est d'être dans le déni, de se dire c'était merveilleux, c'était une histoire merveilleuse, c'était super. Sauf que en fait, quand c'est merveilleux, je connais pas grand monde, si vous voulez, qui s'en va ou qui quitte quelqu'un quand c'était merveilleux. Donc, il y a plusieurs options à ça. C'est soit que la personne, elle ne vous a pas dit la vérité sur vraiment ce qu'elle ressentait. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, et ça faut l'accepter, qui sont pas en capacité de pouvoir être honnête, être sincère et vous dire vraiment le fond de ce qu'elles pensent et de ce qu'elles ressentent. Par exemple, les personnes qui ont un attachement fuyant ben, vont avoir tendance souvent à fuir le problème pour pas être confrontées. Il y a des profils hein, différents de personnalités, mais qui font que ben, la personne, en fait, elle va ça, ou alors on a instauré dans la relation aussi une forme de contrôle sur l'autre. L'autre sait qu'on va pas accepter ce qu'il va nous dire et on va pas le valider, on va pas le légitimer dans ce qu'il est en train de nous dire. Donc plutôt que de se fatiguer à nous expliquer, il va aussi partir en disant tout va très bien chez toi, c'est moi qui vais pas bien. Voilà, ça arrive aussi par exemple. Donc voilà, donc sortir de l'idée que cette histoire et cette relation a été merveilleuse, parce que quand c'est merveilleux, on se quitte pas, hein, on se sépare pas. Et puis aussi c'est un peu idéaliser le truc aussi de se dire c'est merveilleux parce que dans un couple ben, il y a aussi des hauts, des bas, et c'est vrai qu'il y a des moments qui peuvent être géniaux, on va dire on va se sentir bien à 70-80% dans une relation, mais bon voilà, c'est pas tout le temps non plus merveilleux, et puis au plus le temps passe et puis comment dire, au plus les choses se stabilisent au niveau émotionnel, voilà. Ensuite donc il faut cultiver ben, une vie un peu appétissante pour vous.
Si ce qui vous manque, par exemple, parce qu'on peut confondre aussi la solitude avec le manque d'intensité, parce que si c'est vraiment l'intensité qui nous manque, eh ben, quelque part, ben, on reprend le pouvoir de ce qu'on met pas dans notre vie et on remet de l'intensité dans notre vie par petits pas, petit à petit. À chaque fois qu'on se relève, ben, allez, tiens, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de faire un nouveau truc, allez, voilà, on se lance petit à petit dans quelque chose dans des choses, le fait de vivre des choses plus intenses, je sais pas moi, aller à un grand concert, aller sauter dans le vide au saut à l'élastique, faire un saut en parachute. Mais si vous avez besoin d'intensité, ben remettez-la vous-même dans votre vie, cette intensité-là, sans attendre que ça passe par le fait d'être dans une relation avec l'autre. Ensuite, ah oui, il y a aussi l'espoir. Il y a aussi l'espoir qui est, comment dire, un frein à apprendre à s'épanouir parce que quand on continue à espérer, on s'empêche de faire le deuil parce que on se raccroche au fait que peut-être l'autre va revenir. Et ah, Sophia, Sophia, c'est une de mes anciennes clientes. Eh ben c'est bien Sophia, c'est cool. Et Sophia, elle a remis plein de choses justement dans sa vie. Et donc du coup, voilà, l'espoir en fait, ça fait pas vivre. L'espoir, ça vous détruit à petit feu de l'intérieur. Et au plus vous allez espérer, au plus vous ralentissez le fait de pouvoir faire le deuil de votre relation. Parce que quand bien même l'autre reviendrait, ben écoutez, il revient. Mais si vous attendez qu'il revienne, en fait, vous vous bloquez dans vos étapes du deuil de la relation. Ensuite, alors il y a une petite idée qu'on peut avoir, c'est d'avoir une relation pansement. Alors moi, honnêtement, je suis ni pour ni contre une relation pansement. Je pense que la relation pansement, ben, si vraiment on en ressent le besoin, ben j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que ça veut dire que à ce jour, la solitude, c'est trop difficile de travailler sur ça, c'est trop difficile d'être face à ses failles, etc. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. D'un autre côté, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, les relations pansement, là où les relations pansement, et tant qu'on n'a pas pris le temps de se retrouver face à soi-même, en soli... Ah, trop bien. Merci Sophia. Tant qu'on n'a pas pris le temps, si tu veux, si vous voulez, d'être face à soi-même et de nourrir sa solitude par soi-même, qu'on n'a pas pris le temps d'apprendre à l'apprivoiser, à l'enrichir, à la nourrir, etc. Et ben si vous voulez, c'est ce qu'on reporte déjà. Déjà, on va reporter notre dépendance affective, encore cet enjeu qu'on met dans la relation, on va le reporter dans notre prochain couple déjà. Et puis de deux, ça veut dire aussi que on n'a pas pris toute la mesure de ce qui s'était passé auparavant dans notre précédente relation et tout ce qu'on n'a pas bossé sur soi. Donc en fait, si vous voulez, on remet en faisant ça, on remet tous les ingrédients qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas, comment dire, conscientisé, qu'on n'a pas apprivoisé, etc. dans notre nouvelle relation. Donc si vous voulez, ça fait que en fait juste sauter d'étape en étape le moment où ben il va falloir bosser sur soi vraiment pour devenir plus autonome et tout ça, mais ça je vous en parlerai après. Voilà. Ensuite, donc oui, j'avais écrit donc désacraliser donc la relation de couple. Hein, il n'y a pas de danger à être célibataire, on risque rien. Après, il y a aussi le fait de replacer ce qu'on vit comme un échec, de pas s'arrêter au moment où on en est à ce moment-là, où on se sent pas bien parce que l'autre vient de nous quitter ou qu'on vient de se séparer et tout ça, mais de voir ça comme l'ensemble, un moment qui fait partie de l'ensemble de notre vie, c'est-à-dire que il y a eu le cheminement jusque-là, jusqu'à ce moment difficile et douloureux, mais il y a une continuité derrière. Ça va pas, en fait, dans la vie, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire parce que c'est une phrase que j'ai apprise moi et qui m'a fait beaucoup de bien quand je suis devenue coach par mon formateur. La vie, c'est le mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien de permanent. Dans la vie, il n'y a rien de permanent. Si vous observez tout autour de vous, que ce soit même les plantes, que ce soit tout en fait, hein, dans la vie, il n'y a rien de permanent. La seule chose qui est comment dire permanente, c'est le changement. Voilà. Donc ensuite, alors ce qui est hyper important, c'est pendant cette période-là de diminuer nos attentes par rapport au couple. C'est-à-dire qu'on idéalise le fait d'être en couple et donc ça crée un écart, ça accentue l'écart entre ce que j'idéalise
et l'idéal de ce que je voudrais et la réalité de ce que je vis. Et en fait, ça, l'écart entre l'idéal de ce que je voudrais et la réalité de ce que je vis, c'est la souffrance. Donc, au plus vous allez idéaliser le fait d'être en couple, au plus vous allez accentuer votre souffrance. Donc, faire redescendre un peu de quelques niveaux la vie de couple dans sa vie, en se disant, bon, ben, ok, en attendant, je vais me nourrir, je vais m'occuper de moi, je vais incarner mes valeurs, je vais me développer personnellement. Donc c'est vrai que souvent c'est le moment aussi parfois où on fait un accompagnement, on se fait accompagner par un psychologue, par d'autres types de thérapies ou de thérapeutes, on va faire un coaching, voilà, c'est le moment en fait où vraiment on va se poser des questions sur soi et pour avancer, voilà. Ensuite, il y a aussi une croyance que dans notre tête, souvent, quand on vit mal la solitude, c'est que pour nous, bonheur égale situation en couple, situation sentimentale en couple. Sauf que si on attribue vraiment notre bonheur qu'à être en couple et qu'à une relation de couple, et ben le problème c'est qu'on se rend malheureux et puis surtout on se rend d'autant plus dépendant du fait d'être en couple et d'autant plus dépendant des relations qui vont arriver à nouveau dans notre vie. Voilà, en fait on sera un peu prisonnier quoi. Ensuite, donc dans ces moments-là de solitude, ben au lieu de voir les moments de solitude comme quelque chose que je subis, je vais voir ces moments de solitude comme des moments où je peux apprécier le calme, comme les moments où je peux réfléchir aussi à moi, à mes projets, à ce que j'ai envie de faire. Voilà, je pense que c'est se reposer aussi parce que quand on est en relation, on peut passer aussi beaucoup de périodes un peu épuisantes où on va se disputer, être en conflit, voilà. Ensuite, être célibataire, ça nous définit pas hein, non plus en tant que personne, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis célibataire que en fait c'est le seul truc qu'on voit chez moi. Au contraire, ce qui va être cool, ça va être de pouvoir faire émaner de vous toutes vos valeurs et tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie de nouveau. Ensuite, oui aussi il y a une phrase, je pense qu'elle est super importante celle-là, c'est que devenir plus autonome en fait c'est s'offrir plus de choix. Alors ça, de se confronter à sa solitude et d'apprendre à l'apprécier, d'apprendre à l'apprivoiser, c'est pouvoir prendre plus de temps pour choisir par exemple mon prochain partenaire. C'est se dire bon ben c'est pas grave, je suis pas pressée de rentrer dans une nouvelle relation parce que je suis bien avec moi-même. Voilà. Ensuite, ça permet cette solitude de trouver aussi un équilibre dans toutes les sphères de ma vie. De me dire ben voilà j'étais en relation, j'étais beaucoup quasiment tout le temps avec l'autre, c'est vrai que j'ai zappé complètement de nourrir mes besoins, j'ai zappé complètement de mettre en place des choses pour moi, j'ai zappé peut-être ma vie sociale, peut-être que j'ai zappé ma vie pro, voilà donc ça c'est le moment en fait de faire ce bilan là un peu de où j'en suis, qu'est-ce que je mets en place de nouveau pour moi. Ensuite, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on a beaucoup d'attentes, en retour, on va forcément avoir beaucoup de déceptions. Pourquoi? Parce que personne n'est parfait. Donc, si vous avez beaucoup d'attentes par rapport au couple, si vous rencontrez quelqu'un demain, en fait, vous allez avoir tellement d'attentes que même si vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui pourrait vous correspondre, vous allez en fait faire comme de l'auto-sabotage de la relation en espérant beaucoup de cette relation parce que vous aurez été tellement en manque et vous saurez pas encore gérer ce manque-là que du coup vous allez mettre en fait toute la pression sur les épaules de la personne qui rentre dans votre vie. Et donc là c'est le meilleur moyen pour retomber dans des relations de dépendance affective. Ensuite, il faut aussi accepter que la vie, c'est pas tout le temps l'intensité. Accepter que des fois la vie elle est pas passionnante, que y a des moments un peu de down où on est moins comment dire, on se sent peut-être moins bien, moins dans l'intensité, moins épanoui. Mais bon, c'est toujours pareil, on n'en meurt pas, hein, le fait qu'il y ait des moments un peu plus de calme plat ou des moments de solitude et des week-ends où on va rester tout seul.
Voilà, c'est juste qu'il faut se remettre à nourrir tout ça comme on en a envie, sans pour autant être dans l'excès opposé, c'est-à-dire dans l'hyperexcitation où je vais faire 10 000 trucs, je vais combler tout mon vide, je vais sans arrêt être avec quelqu'un, etc. Parce que là, c'est pareil, hein, on réapprend pas à réapprivoiser sa solitude. Ça fait qu'on se retrouve, on n'a pas de moment où on se retrouve face à soi-même pour comment dire, apprendre à se nourrir par soi-même. Voilà. Donc, je vais vous parler donc de quel sens, pour moi, en tout cas, ont ou à ces périodes de solitude. Déjà, je vais faire une petite pause dans mon monologue. Est-ce que vous avez des questions à poser? Qu'est-ce que vous pensez déjà un petit peu des pistes que je vous ai données, de ce que je vous ai dit? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Voilà. En attendant que vous mettiez un peu vos commentaires, moi je vais boire un petit verre d'eau. Alors, je sais pas si c'est ça ou pas, mais attendez, je regarde juste une chose. Tac. Hop. Non, mais écoutez, apparemment, il n'y a pas plus de commentaires que ça. Donc, je vais continuer le live à vous parler. Alors, j'ai rigolé parce que j'ai une de mes clientes qui m'a envoyé pendant que j'étais en live un message. Je crois qu'elle est à Saint-Martin. Et en me disant qu'elle resterait bien là-bas. Voilà, c'est pour ça que je rigole, parce que justement, en fait, mes clients, ils apprennent à se nourrir et ils apprennent à faire des choses pour eux, à mettre en place des choses pour eux. Et donc là, elle est à l'autre bout du monde. Je l'envie beaucoup. Donc, par rapport au sens de cette solitude. Alors déjà, quand on vit une rupture, c'est que cette rupture-là, elle doit toujours avoir un sens pour nous. Euh, Elle doit toujours avoir un sens pour nous. C'est que on n'a pas rompu pour rien. Donc, donc faire comme si cette rupture n'aurait pas dû exister ou n'existait pas, c'est comme si je me privais du cadeau qu'il y avait à comprendre de cette rupture-là. Et donc en général, c'est là que souvent, moi en tout cas, mon accompagnement intervient. C'est-à-dire que, quand des personnes sont célibataires et seules, c'est que s'il y a eu rupture, c'est qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient. Donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Ça va être soit j'étais trop dépendant ou dépendante de la relation et je nourrissais absolument pas mes besoins dans ma relation. Je me suis complètement oubliée, complètement mise de côté et du coup, je faisais porter la pression de ça sur mon couple. Soit dans cette relation, j'ai préféré la garder au détriment d'incarner correctement mes valeurs et d'être alignée à mes valeurs, mais à un moment, ça a été trop, comment dire, trop de différence de valeurs a fait exploser le couple. Et donc là, ça veut dire que j'ai un travail d'alignement à faire si je subis une rupture parce que c'est l'autre qui a décidé avec mes valeurs et toutes les limites certainement que j'ai pas posées. Peut-être la façon aussi que j'ai eu de communiquer à l'autre. Est-ce que j'ai été vraiment, vraiment à l'écoute dans ce couple-là de mes émotions, de mes ressentis, ou est-ce que des fois j'avais des frustrations, j'avais des choses qui m'ont mise en colère et que j'ai laissé passer de côté. Voilà. En fait, c'est le moment. Pour moi, le sens d'une rupture, c'est que il y a quelque chose par rapport à moi que j'ai pas compris, ou que je dois mettre en place, ou que je dois remettre en place. Mais la solitude, elle est pas anodine. C'est forcément qu'il y a quelque chose à travailler. Soit j'étais dans un couple avec une personne qui correspondait pas, qui me correspondait pas par rapport à mes valeurs, par rapport à même mes blessures, mon mode de fonctionnement. Soit je me suis voilé la face. Et donc ça veut dire que émotionnellement, je suis détachée en fait de mon état émotionnel parce que quand on se voile la face, ça veut dire que quelque part il y a plein de choses qui se sont passées. Quand on en arrive à une rupture, je parle, c'est qu'il y a plein de choses qui se sont passées où j'ai dû certainement avoir des émotions, mais que je suis passée complètement à côté et j'ai pas agi en fonction, ou en tout cas dans le couple, j'ai pas trouvé de solution ou de compromis avec l'autre pour pouvoir outrepasser ces épreuves. Il y a la posture peut-être que j'ai prise dans la relation. Est-ce que le fait que je sois dans le déni, j'ai cherché à sauver ma relation alors qu'en vérité il y avait peut-être rien à sauver? Est-ce que j'étais trop dans le sacrifice de moi? Est-ce que à l'inverse, peut-être si c'est l'autre qui nous a quittés, est-ce qu'à l'inverse j'ai été trop en mode bourreau, c'est-à-dire en mode contrôlant, mais derrière ça veut dire aussi qu'il y a des failles
des peurs d'abandon qui nous ont rendus contrôlants ou contrôlantes vis-à-vis de l'autre. Donc en fait, pour moi, le sens de cette solitude, c'est de faire vraiment un travail sur soi. Alors, pour passer de la solitude subie à la solitude qui épanouit, pour moi, bon, il y a toute la première partie que je vous expliquais déjà à conscientiser, défocaliser de ce sentiment de subir, sortir un peu de cette idée que l'autre n'est plus là, je n'existe plus. Mais petit à petit, pas à pas, remettre des choses pour me nourrir dans mon quotidien. Mais il y a aussi, si vous ressentez besoin, parce que bon, c'est vrai que quand il y a une rupture, c'est qu'on est passé à côté d'un truc par rapport à nous. Et quand c'est trop douloureux, que la rupture elle est violente pour nous et qu'elle est hyper douloureuse, c'est que franchement il y a vraiment des trucs à travailler sur soi. Et là, quand je dis des trucs à travailler sur soi, c'est avec un thérapeute. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être bouquiner, enfin moi j'en ai vu plein, hein, des gens qui m'ont dit j'ai pris des formations en ligne, j'ai pris des bouquins, j'ai pris des podcasts, mais même le live de ce soir, hein, par exemple, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que quand on en arrive à des souffrances pareilles suite à des ruptures, c'est que vraiment on a un problème de dépendance, qu'on a mis un enjeu trop grand sur ce couple et du coup, en fait, il y a justement un travail un peu de déconstruction de ça, d'épanouissement de soi, de prise de confiance en soi, de s'aligner avec ses valeurs. Donc ça veut dire une histoire d'estime de soi pour pouvoir se sentir prêt à un moment donné à reconstruire un couple mais de façon saine, en conscience et plus en dépendance justement. C'est-à-dire la dépendance, c'est tous nos schémas inconscients. Donc ça doit plus être, le prochain couple doit plus être choisi en fonction de tout mon inconscient. Mais, alors, évidemment, on maîtrise pas tout l'inconscient, hein, faut pas se leurrer, mais avec plus de conscience en tout cas, de ce que je peux rejouer, plus de conscience de comment je peux me comporter différemment, comment, quand je vais avoir des colères, je vais les gérer mieux dans un couple. Parce que, en fait, au plus vous allez apprendre sur vous, apprendre sur la communication, apprendre sur vos émotions, etc., au plus, ce sera moins, on va dire, au moins ce sera angoissant d'entrer dans un nouveau couple. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'entrer dans un nouveau couple? C'est justement ce manque de travail sur soi. C'est-à-dire qu'on n'a rien compris. On s'est pris ça dans la tronche, cette rupture, on s'est pris dans la figure. Et on n'a pas réussi à en faire quelque chose et on n'a toujours pas compris en fait le pourquoi du comment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se trimballe avec nos bagages d'histoire en histoire et ça continue. Et tant qu'on n'a pas appris à être au plus près de soi-même, qu'on n'a pas appris à devenir plus autonome, en fait, on se refout sans arrêt dans la même histoire et dans les mêmes mécanismes. Voilà. Et même des fois, quand on a déjà travaillé, parce que moi, j'ai des personnes, par exemple, qui ont eu des relations avec un pervers narcissique, qui derrière ont eu une relation toxique sans pour autant que ce soit un pervers narcissique. On peut se dire c'est un peu mieux. Mais s'il y a quand même encore une rupture après, ça veut dire que peut-être que le travail n'est pas encore achevé. Voilà. Parce que ça veut dire que il y a un souci par rapport à qui on a choisi à nouveau dans notre vie, il y a un problème par rapport au positionnement qu'on a pu avoir dans la relation encore. Si par exemple on s'est senti encore subir des choses dans la relation et tout ça, ça veut dire qu'on n'est pas encore aligné, qu'on n'a pas encore assez posé nos limites, on se connaît pas encore assez par rapport à nos valeurs et qu'on a choisi encore quelque chose, une relation qui va nous faire encore rejouer notre schéma, alors peut-être parfois en moins pire, mais encore pas assez pour que ce soit une histoire qui se construise. Voilà. Donc voilà, moi c'est ça le sens que je donne à une solitude qu'on subit au départ, c'est que forcément on se retrouve là à ce moment-là parce que on a certainement des choses à conscientiser, on a de l'autonomie à acquérir et que pour plus sentir qu'on subit ça, il y a vraiment de l'autonomie à avoir plus. Parce que on a plus peur en fait on a plus peur d'une rupture. Bien sûr qu'une rupture en fait elle va quand même nous causer de la douleur. Quand on se sépare, c'est toujours douloureux et puis c'est toujours triste parce qu'il y a toujours une perte. Comme j'expliquais tout à l'heure, la perte, c'est un besoin de réconfort. La tristesse, c'est toujours lié à une perte, à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Maintenant, ça doit pas, une rupture ne doit pas me mener à un état de souffrance permanent ou quasi permanent qui dure sur des mois et des mois, on va dire quand c'est on va dire allez 1 an, 2 ans, ça ce sont des deuils quand même qui sont complexes quand ça dure plus d'1 an, 2 ans,
Et après, il y a aussi pas qu'une histoire de temps, hein, il y a une histoire comment dire, d'intensité de la souffrance. Parce que si on s'est autonomisé, qu'on a appris à prendre soin de soi, etc., on va se dire, bon ben ok, c'est terminé, je comprends pourquoi, c'est sûr qu'on n'était pas fait pour être ensemble, mais bon, voilà, je vais revenir à moi, je vais m'occuper à nouveau de moi, peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui correspondra peut-être plus à mes valeurs, etc., mais on est moins, comment dire, dans un état où on le vit comme un drame. Cette rupture-là. Et puis voilà. Et alors, je vais faire une petite particularité quand même, parce que je suis spécialisée aussi dans les relations toxiques. C'est que si on se sépare de quelqu'un qui a eu un fonctionnement toxique avec nous, d'autant plus ça veut dire que on n'a pas été à l'écoute de soi-même, les limites on les a pas posées, etc. C'est en fait quand on a eu une relation toxique, au lieu de se dire je vais blâmer l'autre parce que c'est l'autre qui a fonctionné de façon toxique avec moi, il a abusé de moi dans la relation, etc. C'est comprendre qu'en miroir, nous, en tant qu'adultes responsables, on a accepté les choses en fait. Et que ça veut dire que si l'autre a pu avoir l'occasion d'abuser de nous de quelque façon que ce soit, eh bien, c'est que nous, on n'a pas encore assez bossé sur la confiance en nous, sur l'estime de nous, parce que sinon, les limites, en fait, on les aurait posées. Donc, ça veut dire encore à nouveau qu'il y a un travail à faire sur tout ça et apprendre dans un quotidien à le faire. Et parce qu'il y a des personnes aussi qui me disent ah, mais tu sais, Audrey, moi, je dépose mes limites. Ouais, sauf qu'elles les posent un peu trop tard, elles ont tendance à attendre longtemps d'avoir les émotions qui restent jusqu'au moment où en fait elles explosent. C'est sûr que les personnes du coup elles posent les limites, mais oups, trop tard. Donc ça crée en fait aussi une difficulté à construire le lien, à construire une relation saine, etc. Donc il y a du boulot à faire sur soi. Voilà, est-ce que ça vous a parlé du coup ce que je vous ai dit ou pas? Je vais vous laisser un petit peu du coup l'espace libre pour pouvoir me poser vos questions, pour pouvoir me faire vos partages. Voilà, je vous écoute un peu, j'arrête de parler. Je me repose et puis j'attends vos commentaires. Alors il y a Val qui me dit, je suppose que ça doit être Valérie, qui me dit complètement. Et ouais, ben en fait, y a pas de secret, cette solitude qu'on subit, hein, tant qu'on l'a subie, la vérité c'est que tant qu'on sent qu'on l'a subie, ça veut dire qu'on a des trucs à bosser. Et le problème c'est que si on ne bosse pas sur ça, le fait que justement ben on sent qu'on l'a subie, ça veut dire qu'on va remettre toute la dépendance dans la nouvelle relation qu'on va rencontrer. D'ailleurs, je pense que je vais faire mon prochain live. Je pense que je le ferai sur le bunker émotionnel, c'est-à-dire le moment où on veut plus du tout de relation parce qu'on a trop peur de repartir dans une nouvelle relation. Alors, Caro, qu'est-ce que tu me dis? Caro, c'est aussi une ancienne cliente à moi. La solitude, c'est vraiment un état d'esprit. Maintenant que je suis seule, je me sens beaucoup moins seule que lorsque j'étais en couple. Eh oui, Caro, ça c'est quand le travail est fait. Bon, j'espère que tu vas bien, hein. Caroline, elle a terminé l'accompagnement depuis plusieurs mois et apparemment, ça a l'air d'aller. Ça me fait trop plaisir de voir mes anciens clients. Val qui dit, très intéressant, tes explications sont très claires. Ah bah écoute, c'est génial. Ben, je crois quand je fais mes coachings, de toute façon, moi j'aime bien le très très logique, le pourquoi du comment, de façon à ce qu'on puisse en fait s'autoriser à penser sous un autre angle, à faire basculer nos croyances et à s'autoriser à agir autrement. Parce que le problème, c'est que si... Et puis c'est vrai que... Merci Caro. Ah oui. Ah oui, tu vas bien. Bon, ben c'est cool. Exactement cela. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, le truc, c'est que ben, en tant que coach ou en tant que thérapeute, si on va dans le sens des croyances, bien sûr qu'on peut avoir de l'empathie hein, pour les personnes. Moi, j'ai de l'empathie pour quand mes clients ils souffrent et qui vont pas bien. Bien sûr que déjà, j'ai envie d'écouter la petite fille ou le petit garçon en eux qui pleure parce qu'il est triste et parce qu'il se sent seul. Et d'ailleurs, c'est un peu un des conseils que je donnais, hein, c'est-à-dire accepter aussi. C'est pas grave en fait, si vous pleurez, tout ça, faut l'accepter, faut le traverser. Maintenant, le seul truc, c'est qu'il faut pas se focaliser là-dessus parce que si vous focalisez sur le manque, sur la perte, etc., en fait, il va pas trop en ressortir grand-chose de productif. Et dans une rupture, on a toujours plein de cadeaux à apprendre de soi. Moi, le jour où j'ai compris ça, où j'ai compris qu'en fait, avec ma dépendance affective, quand j'enchaînais les relations comme ça, tout allait toujours bien. J'ai passé, je pense, 30 ans de ma vie, 35 ans de ma vie, tout allait toujours bien.
Jusqu'au jour où j'ai compris que ça allait pas si bien que ça, parce que en fait, je compensais sans arrêt cette solitude avec de nouvelles relations. Donc finalement, moi, j'avais que des relations de pansement comme ça tout le temps. Et jusqu'au moment où, bah non, en fait, je suis tombée sur un vrai PN et que j'ai dû tout transformer. Et là, ça a changé toute ma vie parce que du coup, j'ai appris à vivre bien avec moi-même, à me sentir, à avoir une vie équilibrée et puis aussi à le transmettre aux autres. Donc c'est chouette. Et Stéphanie aussi. Alors Stéphanie, elle bosse avec moi. Merci pour tout ce que tu partages et ce que je découvre grâce à ton accompagnement. Tellement hâte de mettre en place les actions. Ah ouais, Stéphanie. Ouais, ça me fait plaisir. Ben, c'est gentil. Merci pour ton retour, Steph. Magali. Oui, oui, oui. Tu pourras le revoir, Magali, en replay. Il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de problème. Non, mais je fais exprès de les mettre en replay parce que parfois, il y a même des personnes qui sont intéressées par les lives, qui ont envie de les revoir. Et du coup, j'essaie de les mettre en replay. Enfin, c'est pas j'essaie, c'est que systématiquement, sauf si je me trompe de bouton, je les mets en replay pour que vous puissiez les revoir. Sans problème. C'est avec grand plaisir. Au contraire, moi, vous savez, au plus je peux donner aux autres, au plus je peux apporter, au plus je suis contente. Enfin, mes clients, vous le savez déjà. Donc voilà. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, que c'est clair. Je voudrais savoir si ce live-là, en fait, ça vous a un peu aidé pour ceux qui sont tout seuls et qui, par exemple, qui sont pas mes clients ou qui sont pas suivis par moi. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose d'entendre, en fait, toutes ces croyances, ces contre-croyances Ah, super, merci Agnès. Les replays se trouvent où? Eh ben en fait, dès que je vais arrêter le live, je vais mettre enregistré. Tu vois, je vais mettre que en fait, il m'efface pas le live. Et normalement, en fait, c'est en se reconnectant sur le groupe. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave parce que souvent le lendemain du live, je refais une publication où en fait comment dire, je remets en fait le live. En fait, les lives souvent, ce que je fais, c'est que ne vous inquiétez pas, on voit pas vos noms, prénoms, etc. Mais je les extrais de Facebook. Et en fait, je les mets sur YouTube et je les repartage le lendemain avec le lien. Donc voilà, dès l'instant où on est aligné, le toxique ne se présentera plus devant nous, il se présente, on le détectera de suite. Et oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Sylvie. C'est que au plus tu es aligné avec toi-même, au moins les relations toxiques peuvent entrer dans ta vie. Mais du coup, ah merci Arnaud, sympa. Et voilà, et donc ce que je ferai du coup, je pense que honnêtement le prochain live, j'ai vraiment très envie de le faire sur le bunker émotionnel, c'est-à-dire la peur qu'on a quand on est entre deux relations, qu'on a eu des relations toxiques et qu'on a peur de se relancer dans une nouvelle relation. Voilà, je pense que je vous parlerai de ça, de tout ce qu'il y a à travailler par rapport à ça. Et voilà. Alors, Marine qui me dit quand ce sont les enfants qui nous empêchent de sortir d'une relation et qui nous font culpabiliser, ce n'est pas toujours évident. Ben, du coup, ça dépend si c'est des enfants petits ou si c'est des enfants grands, parce que en fait, quand les enfants sont adultes, ben, en fait, chacun ses responsabilités, c'est-à-dire que en gros, ben, tes enfants, ils auront leur responsabilité de gérer leur couple, et puis toi, la tienne, de gérer le tien. Mais en fait, les enfants, quand ils sont adultes, n'ont pas à intervenir là-dedans. Après, les enfants n'ont pas empêché leurs parents. Les rôles doivent pas être inversés entre les parents et les enfants. C'est-à-dire que c'est aux parents qui est adulte de prendre sa décision et de prendre ses responsabilités et de se séparer si c'est nécessaire. Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Mais c'est parce que tu vois Marine, ça veut dire que derrière, en fait, il y a un travail à faire aussi sur je m'aligne avec moi-même en fait. Et mon propre repère, ce sont pas mes enfants, c'est moi. Moi avant tout. Parce qu'une fois que tu donnes le là à tes enfants et que tu es bien stable, bien droite dans ta vie et tout ça, ben, tes enfants vont suivre forcément le mouvement si c'est des enfants qui sont par exemple mineurs, tu vois. Après, les enfants majeurs, j'ai envie de te dire, ben, les enfants majeurs, ils font leur vie et toi, tu as la tienne. Mais à ce moment-là, tu n'as plus un rapport de parent-enfant, tu as un rapport d'adulte à adulte. Donc, c'est-à-dire que personne en tant qu'adulte n'a à te dire ce que tu dois faire ou pas par rapport à ta relation. Voilà. Et ça, ben, c'est un travail à faire, c'est faire switcher certaines choses pour pouvoir t'autoriser moi c'est ce genre de choses là par exemple que je travaille avec mes clients, c'est percevoir la situation sous un autre angle pour m'autoriser à justement ben, remettre des limites par exemple à ce que peuvent me dire mes enfants. Voilà, puis mettre des limites à ce que peuvent me dire mes enfants, c'est pas mettre des limites à mes enfants, c'est juste à certains comportements. Je pose une limite par rapport à un comportement.
Je pose pas une limite par rapport à votre présence dans ma vie, mais je pose une limite simplement par rapport à ce que vous pouvez me dire ou me demander. Voilà. Bon, bah, j'espère que j'ai répondu à la question. Enfin, je sais pas s'il y avait une question, d'ailleurs, il n'y en avait pas, mais ça m'a parlé en fait ce que tu as écrit. Bon, bah, je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Et puis voilà, et pour ceux et celles qui se sentent pas très bien ou qui veulent prendre un rendez-vous avec moi, sachez que mes rendez-vous ils sont offerts. Donc si vous voulez faire un petit bilan sans engagement de rien du tout, etc., parce que c'est pas ma façon de fonctionner, ben n'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir, à bientôt.